Mariton, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat le 29 novembre prochain à la présidence de l'UMP. Vous êtes en campagne et vous allez faire d'ici cette date près d'une centaine de réunions publiques, plus d'une centaine de réunions publiques. On va parler de vos projets, on va parler de votre positionnement. Vous avez et vous allez continuer de labourer le terrain. Vous sollicitez les militants, mais enfin, les trois candidats, il faut bien le dire, font appel aux militants. Il n'y a pas de différence entre vous là-dessus. C'est la moindre des choses dans une élection qui s'adresse aux adhérents de l'UMP, aux militants, je crois chacun à sa manière. Certains font de grandes réunions. J'ai multiplié différemment des réunions plus modestes. Je serai cet après-midi à Limoges. Ça n'est pas historiquement une grande fédération de l'UMP, c'est pour autant une ville qui a basculé aux dernières municipales. Il y a comme cela des fédérations qui se sentent un peu démunies et auxquelles les responsables de l'UMP ne s'intéressent pas suffisamment. Eh bien, je vais en tout endroit de France et c'est toujours un grand plaisir de discuter. Je vais parfois, et même souvent, plusieurs fois dans le même département. C'est un travail de terrain que je crois j'accomplis avec une particulière intensité et toujours des moments très féconds avec les militants. Mais Monsieur Mariton, vous vous présentez contre un mastodonte, on peut appeler ça comme ça, Nicolas Sarkozy, comme un candidat de poids, en tous les cas à qui on promet une belle réussite également le 29, Bruno Le Maire. Alors, qu'est-ce qui fait que les militants auraient envie de vous choisir, vous ? Mais vous avez sous les yeux, Nadège Puljac, un tableau dans lequel je compare les positions des trois candidats. Je vous invite à le lire. J'invite nos auditeurs à regarder ce tableau qui est disponible sur mon site hervé-mariton.net et ils auront la comparaison de ce que propose chacun des candidats. Il y a clairement un candidat qui est le plus puissant, le plus connu, Nicolas Sarkozy, dont acte. Il y a un candidat qui est aussi très très connu, invité des 20 heures de télé parfois, qui parle essentiellement de la forme. C'est pas scandaleux, mais c'est son choix. Être sur un terrain dit de renouveau, essentiellement sur des enjeux de forme, cumul de mandats, nombre de mandats successifs. Et puis, ma propre candidature, dont j'assume qu'elle est une candidature de conviction. Clairement, si les militants de l'UMP comparent, que ce soit sur le gouvernement de l'UMP, comme le projet que les uns les autres veulent porter pour la France demain, eh bien, les militants de conviction, très logiquement, votent Mariton. Vous dites que vous serez le meilleur garant des primaires ouvertes. Vos deux concurrents se sont engagés aussi là-dessus. Vous leur faites pas confiance sur ce plan ? Non, mais moi, je ne sais pas sonder les reins et les cœurs. Il y a simplement un élément de fait. Je suis le seul des trois à dire que président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Nicolas Sarkozy, personne n'ose même lui poser la question, tant il est évident qu'il est là pour l'élection présidentielle. Bruno Le Maire, de manière assez jésuite, dit aujourd'hui, la question ne se pose pas, mais sous-entendu, on verra après. Il dit d'ailleurs, on verra en 2016. Mais attendez, quelqu'un qui demain serait président du l'UMP et qui envisagerait d'être candidat aux primaires, fût-ce en 2016, cela induit alors un doute sur sa gestion de l'UMP demain. Donc il faut être clair, il faut être parfaitement limpide là-dessus. Moi je dis que président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Et si je suis élu président de l'UMP en novembre ou en décembre, deuxième tour, eh bien, je ne serai candidat aux primaires ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016. Mais monsieur Mariton, c'est une question de bonne organisation des primaires. Et des trois candidats, je suis le seul à dire cela. Ce n'est pas le seul argument de ma campagne, mais c'est un élément de poids qui est en effet bien entendu à la fois par de nombreux parlementaires qui me soutiennent, mais aussi des militants. Alors écoutez, c'est peut-être un argument de poids, mais je voudrais quand même que vous nous expliquiez mieux en quoi ne pas être candidat à la primaire vous prédispose à être un meilleur président de l'UMP. Parce que ça rend désintéressé dans l'organisation de la primaire. Parce que cela veut dire que vous êtes désintéressé dans l'organisation de l'UMP elle-même. Parce que, madame, si demain le président de l'UMP est candidat aux primaires, que ce soit pour l'année qui vient ou pour celle d'après, eh bien, toute décision qu'il prendra sera soumise au soupçon d'opportunité, d'opportunisme au regard des primaires. Si l'on veut que les primaires soient réellement impartiales, il ne faut ni être candidat, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Si on veut que les primaires soient réellement ouvertes, au centre en particulier, eh bien, il vaut mieux que ce ne soit pas un président de l'UMP qui y soit candidat. Si on veut consacrer toute l'énergie nécessaire au redressement du parti, eh bien, il faut s'y consacrer pleinement et pas aux primaires.
Comment vous imaginez la situation demain d'un président de l'UMP qui, le lundi, fera appel au peuple en disant « donnez des sous à l'UMP pour la redresser » et qui, le mardi, au nom de son écurie, fera un appel au peuple auprès des mêmes en disant « l'écurie un tel ou l'écurie un tel, c'est drôlement bien, il faut donc lui donner des sous ». Ça ne marche pas. Et au contraire, vous considérez que ne pas être candidat à la présidence de l'UMP, je pense à Alain Juppé et François Fillon, ça fait qu'on est meilleur candidat à la primaire ? Mais en tout cas, quand je dis que le président de l'UMP ne doit pas être candidat aux primaires, c'est en effet un point de vue qui est retenu par des hommes aussi différents qu'Alain Juppé et François Fillon. Ça marche dans un sens, pas exactement de la même manière dans l'autre. Le mathématicien que je suis vous dira volontiers qu'un raisonnement dans un sens ne vaut pas nécessairement un raisonnement dans l'autre. Un président de l'UMP, de mon point de vue, s'il veut faire son job de président de l'UMP, ne doit pas être candidat aux primaires. Ensuite, les candidats aux primaires, certains ont répondu d'eux-mêmes. Ni François Fillon ni Alain Juppé ne sont candidats à la présidence de l'UMP. Alors, vous dites que vous voulez donner la parole aux militants sur un certain nombre de sujets et vous vous démarquez sur ces sujets, l'immigration, le mariage pour tous. Vos deux concurrents disent la même chose, mais vous dites que vous êtes opposé au changement de nom. C'est une opposition de principe ? Mais attendez, d'abord la promesse de l'UMP en 2002, promesse à laquelle j'ai adhéré après l'élection de Jacques Chirac. C'est un parti politique qui a été fondé non pas pour favoriser l'élection de Jacques Chirac, mais après, pour en tirer un certain nombre de leçons. Première leçon, un grand parti politique, un pôle, un môle de droite solidement installé dans le paysage politique français, comme c'est le cas dans toutes les démocraties occidentales, où les partis passent pas leur temps à changer de nom ou de géométrie, au seul motif qu'on gagne ou qu'on perd les élections, que c'est M. Dupont ou M. Martin. Premier point. Deuxième point. Oui, mais enfin, le nom a été quand même singulièrement malmené avec l'affaire Copé-Fillon, avec l'affaire Pygmalion. Non, monsieur, le nom a bon dos. Vous savez, je ne suis pas animiste. Ce n'est pas le nom qui est responsable. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont commis des actes contraires à la loi et ou contraires à l'éthique. Et c'est ces responsabilités-là qu'il faut chercher. Ce serait trop facile demain de dire aucun homme, aucune femme n'est responsable, c'est l'UMP qui est responsable. Ça, c'est une société animiste, ce n'est pas mon cas. Je considère que la responsabilité et la responsabilité individuelle est au cœur de la vie et de la vie politique en particulier. Mais j'étais en train de vous dire, l'UMP a été fondée pour être enfin ce parti de droite stable auquel on puisse se référer dans le paysage politique français. 2, éviter d'être éliminé au soir du premier tour par la multiplicité des candidatures, car cela provoquerait en 2017 un deuxième tour type Valls-Le Pen, je ne le souhaite pas. À partir de là, oui, je veux une UMP solide dans son organisation et aussi dans son projet. Et sur le projet, vous me dites que je dirais pareil que les autres. C'est faux. Je suis clair dans ce que je propose de mettre au vote des militants. Prenons un exemple. Je ne suis pas monomaniaque de ce sujet, j'interviens beaucoup sur les questions économiques, je suis porte-parole du groupe UMP à l'Assemblée sur le budget. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup engagé dans le combat et le débat sur la famille. Mais moi, je ne dis pas aux militants, avec, excusez-moi, mais à bien des égards, l'ambiguïté, pour être aimable, qui caractérise Nicolas Sarkozy, je ne dis pas aux militants, je vous ferai voter. Voter sur quoi ? Il faut s'engager, dire sur quoi. Moi, je suis favorable. Vous êtes pour l'abrogation de la loi Taubira, du mariage pour tous. Vous allez revenir sur la loi purement et simplement. Attendez, je l'ai dit clairement. Je suis pour l'abrogation parce qu'il faut être clair, sans effet rétroactif. On ne va pas démarier les gens mariés. Je suis favorable à la mise en place d'un contrat d'union civile ou d'une alliance civile, car il faut reconnaître la vertu de la durée dans un engagement de couple, que ce couple soit hétérosexuel ou homosexuel. Au reste, ça ne s'appelle pas le mariage, car avec le mariage, il y a la filiation, et la filiation appelle la PMA, la GPA. Ceux qui disent « on consacre le mariage » et oublient de parler du reste, y compris la filiation, au mieux sont ignorants du dossier, plus vraisemblablement sont de fiefés hypocrites. Bon, c'est un petit peu quand même ce que disent les deux autres, Sarkozy et puis le maire. Bon, enfin, non, madame. Bon, vous passez votre temps à dire que... Je les ai entendus dire un petit peu la même chose. Non, ils ne disent pas la même chose. Qu'est-ce qu'ils veulent réécrire la loi réécrire, c'est tout plein d'ambiguïté. Ça revient pour une union civile. Non, je suis désolé. On n'aura pas à l'ambiguïté. Car ils disent réécrire, ce qui ne dit rien de l'atterrissage. Moi, je réponds à la question qui m'est posée, je précise le point d'atterrissage. Eux disent, Bruno Le Maire, il a prouvé par les actes, si je peux me permettre, en s'abstenant sur la loi Taubira. Et s'agissant de Nicolas Sarkozy, on sent bien qu'il est très gêné. Quand il était interviewé à la télé l'autre jour, personne n'a rien compris de ce qu'il a dit. Et ensuite, il parle en effet de réécrire, il va consulter les militants, mais il ne dit pas sur quoi. Moi, je dis sur quoi, de manière précise. La GPA et son excuse est contre le mariage.
Oui, mais il admet le mariage alors implicitement. Le mariage et la filiation. Et dès lors que vous avez le mariage et la filiation, vous avez la suite qui va avec. Bon, écoutez, on verra ce que décidera Nicolas Sarkozy, mais moi je voulais vous demander, Oui, mais je ne lui donne monsieur... pas de chèque en blanc, madame. Très bien, mais d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de son retour? Mais j'en pense rien. Il a le droit d'être Bruno Le candidat. Maire dit c'est un flop. Vous partagez l'avis de Bruno Le Maire? Écoutez, moi je suis modestement scientifique et je ne suis pas littéraire de formation, mais en politique, je ne m'exprime pas de cette manière-là. Donc, je constate Enfin, si que vous voulez Nicolas des Sarkozy- chiffres, il y a aussi un flop, 75% Non, mais des attendez. Français qui se disent que c'est raté comme retour. Oui, mais, Je voudrais savoir ce que vous en pensez. honnêtement, vous. je trouve que ces sondages sur des questions assez peu précises n'ont pas un intérêt considérable. Quand on demande à un sondage, est-ce que vous allez voter pour monsieur Untel ou monsieur Untel la semaine prochaine, ça c'est intéressant. C'est un outil quantitatif intéressant. La multiplication de ces sondages autour de questions assez vagues en réalité et qui ne lient pas beaucoup la personne auquel la question est posée, ça ne me paraît pas très intéressant. Moi, je suis un homme de la réalité. Nicolas Sarkozy est candidat à cette élection. Il a le droit. Je trouve qu'il y a des inconvénients à sa candidature. Parce qu'il va être candidat au présidentiel et que c'est mélanger les exercices. 2, parce qu'il revient avec une grande ambiguïté sur le fond. Et quand il lève l'ambiguïté, c'est plutôt la timidité. Réforme des retraites, retraite à 63 ans. Mais tout le monde en a ras-le-bol des réformes de retraite minuscules sur lesquelles il faut s'y reprendre tous les 2 ou 3 ans. Les Français, et je vois bien les réactions dans les réunions que j'anime, veulent des réformes courageuses. Et bien Nicolas Sarkozy n'a pas décidé d'affronter le retour par la voie du courage, et c'est dommage. Alors, vous êtes très sévère pour le quinquennat précédent. Vous avez dit que Nicolas Sarkozy a fait des choses utiles et positives. Ça, c'est mais positif. ça, c'est positif. Mais vous ajoutez que le compte n'y est pas. Qu'est-ce qui n'y est pas dans le compte? Attendez, d'abord, j'ai une certaine légitimité à dire cela. J'ai, sous le mandat précédent, critiqué quand cela me paraissait justifié et approuvé quand cela le valait. Et oui, beaucoup de choses positives ont été faites et des critiques peuvent être exprimées. Je ne découvre pas ces critiques d'aujourd'hui. Accordez-moi la constance et la cohérence. 2, je n'ai pas été ministre de Nicolas Sarkozy et je le revendique. Cela me donne une certaine crédibilité et je ne suis d'aucune manière empêché de loyauté à son égard. Eh bien, cette cohérence, cette crédibilité, c'est de dire en effet qu'il y a eu des réformes utiles, que parfois ces réformes ne sont pas allées jusqu'au bout. C'est vrai des retraites, on vient d'en parler. C'est vrai du régime minimum, du service minimum. C'est vrai d'autres enjeux dans le domaine de la fiscalité, par exemple. Prenons un exemple qui est celui de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. On a passé tout le mandat précédent à tourner autour du pot. Moi, j'étais partisan d'une solution vigoureuse, la suppression de l'ISF. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, je ne sais pas, Bruno Le Maire nous dit dans un entretien à la presse que cette mesure est envisageable. Moi, j'ose pas aller devant les électeurs en disant qu'une mesure est envisageable. Les électeurs, ils veulent savoir si c'est blanc ou si c'est noir. Et on a le droit d'être contre la suppression de l'ISF. Et c'est pas indigne, ça peut se justifier. On a le droit d'être pour. Dans tous les cas, on a le devoir d'être clair. Eh bien moi, je suis clair et je suis pour la suppression de l'ISF. Alors, comme vous êtes clair, vous venez de nous dire que vous n'avez pas de devoir de loyauté envers M. Sarkozy parce que vous n'avez pas été son ministre. Je n'ai A pas dit contrario... ça. Je dis simplement que je n'ai pas été son ministre et que donc ça ne me pose aucun problème de loyauté de le critiquer. Très bien. Alors donc, pour Bruno Le Maire, vous êtes choqué qu'il critique son ancien président? Moi, je rends compte pour l'expression et la pensée d'Hervé Mariton. Je dis ce que je dis. Je vois aussi les échanges un peu aigrelés qu'il y a parfois entre Bruno Le Maire et les supporters de Nicolas Sarkozy sur ce terrain-là. J'ai sans doute un grand défaut en politique, madame. C'est la fidélité. Et les différents responsables politiques avec lesquels j'ai travaillé, jamais dans un lien de subordination. Et vous diriez jamais, que le maire n'est pas fidèle? Jamais en étant leur collaborateur, mais chaque fois en grande indépendance et en grande loyauté. Quand vous regardez mon histoire politique, que ce soit François Léotard au début de mon engagement politique, que ce soit Dominique de Villepin, lorsque Dominique de Villepin était Premier ministre, eh bien, je n'ai jamais été pris en défaut de loyauté de ceux que j'ai soutenus. Et aujourd'hui, si ce n'est pas vous qui gagnez, vous préférez C'est tout mieux que ce soit moi qui gagne, dans l'intérêt de l'UMP, dans l'intérêt de la France. J'étais sûr que vous Ça, alliez on a dire bien ça. compris. Bon, alors je me mets dans l'hypothèse où vous ne gagneriez pas. On ne Oui. sait jamais aussi. Vous préférez qui? Sarkozy ou le maire? Mais moi, je préfère Mariton. Eh ben voilà, D'accord. j'ai ma réponse. Alors, vous êtes, entre autres, parce qu'on a lu attentivement votre tableau comparatif, vous êtes pour l'abrogation des 35 heures. Pierre Gattaz, le président du MEDEF,
propose de rétablir, vous avez vu ça, le licenciement sans motif en s'excluant de la Convention internationale du travail. Vous ne trouvez pas qu'il va un peu loin, Pierre Gattaz ? La réponse est oui, il va trop loin. J'ai rencontré Pierre Gattaz il n'y a pas longtemps, nous avons évoqué ces questions et je ferai dans les jours qui viennent des propositions pour la modernisation de l'économie de notre pays. Et vous verrez, ce sera vigoureux et intéressant. Est-ce qu'il faut simplifier le droit du travail ? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut que les licenciements soient moins compliqués et moins ruineux pour les entreprises, en particulier les PME ? La réponse est oui. Est-ce que pour autant, on doit aller vers la voie d'un licenciement sans motif ? Ma réponse est non. Nicolas Sarkozy, encore lui, vous allez me dire, je parle toujours de lui, mais enfin bon, là, il est... Parlez-moi de moi. Mais non, mais justement, c'est parce que je veux votre avis Nadège, aussi. Un peu d'intérêt à l'égard de la personne que vous interrogez. Dit que la situation ne va pas s'arranger parce que le gouvernement fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez une vision aussi pessimiste que lui sur la situation actuelle ? Moi, je suis très inquiet pour plusieurs raisons, sur plusieurs terrains. D'abord, la situation économique qui, en effet, s'aggrave avec un gouvernement qui, en réalité, n'a toujours pas décidé, n'a pas véritablement fait sa conversion. Le Parti socialiste n'a pas fait sa conversion de Bad Godesberg en devenant véritablement un parti social-démocrate. Il est toujours tiraillé par un certain nombre de tentations gauchisantes. Et puis un gouvernement qui aurait pu faire le choix réellement d'une politique aimable à l'égard des entreprises, business-friendly, comme on dit en patois provençal, et qui ne l'a pas fait véritablement. Et puis il y a un deuxième terrain sur lequel je suis très inquiet. C'est celui de l'état de droit. Ce qui a été rappelé tout à l'heure à 11h de l'attitude de Ségolène Royal qui nous dit « Ah le projet de barrage, aujourd'hui non, il ne passerait pas la rampe ». Attendez, c'est quoi le droit ? On a un gouvernement qui accumule les mesures contraires au droit. La mise en cause des bourses au mérite par Mme Vallaud-Belkacem, c'était contraire au décret. Un gouvernement qui prend souvent des décrets contraires à la loi, et il le sait, et il sait qu'il va se faire retoquer par les tribunaux. Des lois contraires à la Constitution. Jean-Louis Debré a stigmatisé cela en début d'année, lors des vœux du Conseil constitutionnel. Vous avez par exemple un dossier, je le connais bien, j'ai été 10 ans rapporteur du budget des transports, je suis rapporteur du budget de l'écologie à la Commission des finances. Un dossier comme celui d'Ecomove, la taxe poids lourd, où 1 milliard d'euros est gaspillé sur le dos du contribuable. La loi de transition énergétique, qui va coûter des milliards d'euros, car rien ne justifie la fermeture anticipée de réacteurs nucléaires, et il faudra que l'État compense et indemnise, et c'est une dette certaine. Quand ce sera 2 réacteurs, ce sera 4 milliards. Quand ce sera des dizaines de réacteurs avec la contrainte de la loi, pas plus de 50% de nucléaire dans le mix électrique, ça va être des dizaines de milliards d'euros. Une dette certaine. Ce gouvernement fait courir un risque considérable au pays. Et je le dis, je l'analyse, y compris avec des exemples précis, car la politique dans les généralités, c'est bien. La politique en rentrant précisément dans les dossiers, ça me va aussi. Alors ce gouvernement, justement, on parle ces derniers jours d'un conflit sous-jacent entre le président de la République et son Premier ministre, des divergences d'approche. Vous pensez qu'à la tête de l'État, il y a une politique bicéphale ? Vous pensez qu'il y a des bisbises entre l'Élysée et Matignon ? Non, je pense que c'est une mauvaise explication de la schizophrénie. La schizophrénie est beaucoup plus profonde que cela et elle date du début du mandat. Je me souviens d'une discussion avec un patron de gauche, tout à fait... emblématique de la gauche économique et qui, dès le début du mandat, dans une discussion que nous avions, me disait le problème, c'est pas que la gauche ne sait pas où elle va, c'est qu'elle mène simultanément 2 politiques de sens contraire. Et c'est toujours le cas. Je pense que c'est le cas dans la tête de Hollande et c'est le cas dans la tête de Valls. Donc l'explication Hollande d'un côté, Valls de l'autre est une explication fausse. La réalité, c'est qu'aucun des deux ne sait exactement dans quel sens il faut aller, et chacun des deux, et d'autres encore, mène simultanément 2 politiques de sens contraire. C'est un drame. Ça peut durer comme ça longtemps ? Jusqu'au bout, les c'est souhaitable ? Est-ce que vous préféreriez la dissolution, comme certains le disent ? La dissolution, ça ne se réclame pas et ça ne se refuse pas. C'est Marine Le Pen, par exemple, qui joue la dissolution. Oui, mais moi, je m'appelle Hervé Mariton. Vous vous appelez Hervé Mariton. Alors, quand on ne vous parle pas de Sarkozy, on vous parle de Le Pen. Mais enfin, on aimerait bien savoir ce que vous pensez quand même. Parlez-moi de moi. Je vous prie. Tout ce dont ils parlent, eux, la dissolution. Je vous réponds. La dissolution, ça ne se réclame pas, ça ne se refuse pas. S'il y a dissolution, il faudra que nous allions au combat. Je dis simplement que les institutions sont assez solides et que je ne vois pas de crise de régime poindre à l'horizon. Je crois simplement que nous sommes solidement et gravement enfermés aujourd'hui, solidement l'adverbe est de trop, gravement en tout cas, tragiquement enfermés dans la crise économique.
Il nous reste quelques minutes et on va évoquer quelques questions d'actualité internationale, notamment, mais enfin, comme vous avez dit tout à l'heure, votre fidélité à Dominique de Villepin, c'est un peu préoccupant pour les questions que nous allons poser. Le Monde publiait hier un reportage du New York Times sur les prisonniers de l'État islamique, où on découvre des choses abominables, notamment sur les tortures, etc. Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ces massacres? Nous devons tout faire pour cela. Je n'ai pas d'ambiguïté dans ma relation avec Dominique de Villepin. Je n'ai jamais insulté Dominique de Villepin. J'ai toujours été loyal à son égard et j'ai toujours assumé une grande différence sur les questions de politique étrangère avec lui. J'ai débattu, y compris publiquement avec lui, du retour dans l'OTAN et j'ai dit publiquement ma critique lorsque, sur le Proche-Orient en particulier, nos opinions divergeaient et sur quelques autres sujets. Ça n'enlève rien à l'estime que j'ai à l'égard de Dominique de Villepin, mais qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation là-dessus. Sur les questions de politique étrangère, et en particulier sur le Proche et le Moyen-Orient, nos analyses sont très divergentes. Ce point mérite d'être rappelé, et en particulier sur votre antenne. L'État islamique, nous avons une obligation d'action. Je récuse absolument toute vision de neutralité qui tente parfois certains politiques en France. Cela vaut au Moyen-Orient, cela vaut au Proche-Orient. J'ai été parmi les premiers à demander que nous exercions une solidarité, et pas uniquement morale, au profit des chrétiens d'Orient et des Kurdes. Pas uniquement morale, ça veut dire en clair de l'envoi d'armes et des interventions militaires du type de celles que nous avons aujourd'hui. Au mois de juillet, on a des instructeurs sur place. J'ai été parmi les premiers à le demander, à un moment où à gauche comme à droite, il y avait beaucoup d'hésitation. Cela vaut au Moyen-Orient quand on parle de l'Irak, cela vaut aussi, je le dis explicitement, sur la situation en Israël ou à Gaza, et tout cela n'est pas sans lien. Lorsque certains responsables politiques français veulent être les yeux ouverts sur ce qui se passe au Moyen-Orient avec l'État islamique et ferment les yeux sur ce qui se passe à Gaza avec le Hamas, ça n'est pas cohérent, ça n'est pas admissible. Et lorsque, il y a quelques semaines, j'entendais Bruno Le Maire, en réunion de groupe à l'Assemblée, s'interroger de savoir si au fond les Israéliens n'avaient pas eu tort dans leur réponse à Gaza, parce que au fond, si la réponse avait été plus proportionnée, eh bien, alors il n'y aurait pas eu les manifestations que l'on a connues, y compris en France. Eh bien, je dis que ça, c'est une attitude fautive. Moi, je considère que les Israéliens ont apporté une réponse appropriée, que le fait qu'il y ait moins de victimes côté israélien que côté palestinien ne vaut pas accusation de la politique israélienne, et j'ai toujours beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de cette tentation de la neutralité ou d'exigence de l'inaction. Je ne me vois pas exiger des Israéliens qu'ils ne répondent pas quand ils sont attaqués par le Hamas, et je ne me vois pas défendre une position de neutralité de la France et de l'Europe au Moyen-Orient. Il faut la même chose aujourd'hui que ce qui a été fait à Gaza contre l'État islamique. Il faut une opération au sol. Les situations peuvent être différentes, mais beaucoup d'analystes, j'ai rencontré des responsables kurdes il n'y a pas longtemps, considèrent que l'intervention aérienne ne suffit pas. Alors, au minimum, il faut évidemment tout faire pour que les Kurdes et ce qui peut exister d'armées irakiennes loyalistes puissent intervenir sur le terrain. Ensuite, moi je ne suis pas militaire, mais je comprends qu'entre l'intervention au sol et l'intervention aérienne, il peut y avoir des niveaux intermédiaires, type utilisation d'hélicoptères. Et je pense que ni la justification militaire, ni la situation politique dans nos pays ne permettent une intervention au sol aujourd'hui. Je crois en tout cas qu'on doit tout faire pour que les Kurdes puissent se défendre et que l'armée loyaliste irakienne puisse intervenir. Ça peut passer, jusque-là y compris, un soutien héliporté. Alors en Afrique, il y a une semaine, le président Hollande a annoncé lui-même la libération des adolescentes nigérianes enlevées par Boko Haram. Or, Boko Haram vient de dire non, il n'y a pas d'accord et ces jeunes filles ne seront pas du tout libérées. Il a parlé trop vite, le président ? Sans doute, mais honnêtement, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. On est dans une situation tragique. Il eût été préférable qu'il eût raison. C'est pas le cas. C'est triste. Voilà.
Hervé Mariton, député de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP le 29 novembre prochain. Merci d'avoir été notre invité.